31 janvier. Est-ce qu'il y a des observations au procès-verbal? Il n'y en a aucune, il est alors adopté. Au niveau des décisions, avez-vous une observation relative au compte rendu des décisions? Pas d'observation. Je vous en remercie. Et donc, nous commençons par la première délibération. Et avant la présentation, M. Cabane, Mme Lévy et M. Jérôme sortent de la salle du conseil municipal et ne participent pas au vote. Comme je vous l'avais annoncé au conseil municipal du 20 décembre dernier, ce projet de délibération a pour objet de se prononcer sur l'adhésion de la commune de Carcès à la société publique locale méditerranéenne et donc la cession des 60 actions détenues par la commune de Toulon aux communes de Carcès et de la Valette à Paragaille. Je rappelle que la ville possédait 120 actions sur un total de 600 actions. Donc nous vendons ces parts. Je vous rappelle que nous avons acheté les 120 actions pour un montant de 45 000 € et nous en vendons donc 60 pour la somme de 80 000 €. Qui est pour? Je vous remercie Madame le maire et vous le savez, c'est un sujet qui nous tenait à cœur puisque depuis maintenant 5 ans, il a été exprimé le souhait que nous quittions cette structure, que nous refusions dorénavant de travailler avec eux. Cette structure, je rappelle, à capitaux publics, et vous l'avez dit, puisque nous avions un certain nombre d'actions, comme la commune de La Valette qui est pilote. Je rappelle que cette structure a été notamment responsable avec le choix politique de celui du maire de La Valette de l'époque, de la création de l'avenue 83, qui a été une concurrence parfaitement déloyale pour les commerçants toulonnais. Et je crois que ça a été une part du courroux de votre prédécesseur, Hubert Falco, qui a souhaité rompre les liens avec cette structure qui par ailleurs a des affaires judiciaires en cours qui sera aussi intéressant de suivre. Il y a 5 ans, nous avions exprimé le souhait de commencer à vendre petit à petit les actions. En tout cas, le groupe Rassemblement National, les élus du Rassemblement National avaient exprimé ce souhait. Réponse nous avait été faite que ce n'était pas cohérent, qu'il valait mieux tout vendre d'un coup. Et depuis 5 ans, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a vu arriver petit peu par petit peu des entrées dans le capital, des ventes d'actions d'un certain nombre de partenaires de cette structure. Et force est de reconnaître qu'aujourd'hui, enfin, c'est chose faite, c'est-à-dire qu'on vend une partie, une moitié de nos actions. Regrettons simplement de ne pas avoir été entendus plus tôt, si ce n'est écoutés, au moins entendus. Donc nous serons favorables à cette délibération en espérant que dans les mois qui viennent, on puisse solder définitivement notre lien avec cette structure dont j'ai rappelé, si les liens étaient historiques, les griefs que nous pouvions lui porter. Il était temps de commencer à vendre au moins un petit peu, la moitié, mais on a 5 ans de retard. Nous y serons malgré tout favorables aujourd'hui. Je vous remercie. Alors je me permets de vous reprendre, puisque on n'a pas attendu 2024 ou 2025. Entre le 14 octobre 2022, on a fait un courrier et on a déjà marqué la volonté de céder ces actions, ainsi que les 2 sièges proposés. Nous avons recommencé le 18 avril 2023 pour la 3e fois le souhait de sortir. Le 16 septembre, l'ASPL a expliqué alors que le projet de la ville avait ses nouvelles adhésions, celle qui a adhéré, c'est-à-dire le Bossé, Evenos qui achetait 6 actions, et le Bossé 6, la Croix-Valmer 6, la Selle 6, n'était pas de taille suffisante pour acquérir suffisamment d'actions, et donc un cost. J'ai expliqué le 4 décembre 2024, en effet, que là où Carcès demandait 60 actions, là c'était plus cohérent. Je pense que la ville a fait une très bonne action, une très bonne opération, puisque nous avions acheté 45 000 € les 120, et là quand même on en a vendu 60 pour 90 000 €. La ville est quand même une bonne vendeuse. Permettez-moi juste de rappeler aussi ce que ça nous a coûté malgré tout en cours de concession. Donc malgré tout, c'est pas un cadeau qu'on leur fait. C'est un cadeau, mais on est plutôt bon vendeur. Pour une fois où on nous reproche toujours, je rappelle qu'il nous en reste 60, si on les revend encore 90 000 €, on aura quand même multiplié par 4 la mise de départ. Je pense que c'est pas mal. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nos collègues peuvent rentrer. La délibération suivante
suivante, c'est la présentation du rapport social unique 2023. Et avant de céder la parole à Christophe Moreno, qui est l'adjoint en charge des ressources humaines, je tiens à vous signaler qu'une erreur s'est glissée dans le document détaillé du RSU annexé à la délibération. En effet, à la page 71, dans une partie relative à la masse salariale brute annuelle cumulée 10 rémunérations les plus élevées en 23, une inversion entre les montants affectés aux hommes et ceux aux femmes a été constatée. Le document va être rectifié avant son envoi au contrôle de légalité. Monsieur Moreno, vous avez la parole. Merci Madame le maire. Donc ce rapport social unique RSU pour les intimes a été présenté au dernier CST en date du 20 février. La collectivité a 60 jours pour le rendre public et donc cela va être chose faite. Alors, pas de suspense, ce rapport social unique présente des indicateurs qui sont tous avec une trajectoire qui est bonne, pour ne pas dire très bonne. Dans le désordre, au niveau des effectifs, on peut noter une maîtrise de la masse salariale et des charges de personnel qui, je vous le rappelle, ont permis d'augmenter le régime indemnitaire de nos agents pour une enveloppe de plus de 2 millions d'euros pour cette année. La répartition des agents par catégorie, donc je vous rappelle qu'en mairie de Toulon, vous avez 7% de catégorie A, 15% de catégorie B, 78% de catégorie C. La mairie de Toulon est composée de 73% de femmes et 27% d'hommes. Au niveau du taux d'emploi des personnes handicapées, nous sommes assez largement au-dessus de ce que la loi nous impose, à savoir 7,05%. Nous pouvons noter également une baisse continue de l'absentéisme. Et au sujet de la formation, plus de 8100 jours de formation et 73% des agents concernés pour une enveloppe de plus d'1 million d'euros en 2023, soit une hausse de 3,3%. Voilà pour les grands indicateurs de ce rapport social unique. Madame Brunel. Bonjour, merci. Merci, chers collègues. Nous prenons acte donc de la transmission de ce rapport et plusieurs éléments et chiffres qui ont été mis en évidence, donc je vais citer d'autres chiffres, M. Moreno, nous interpellent. D'abord, situons un petit peu ce rapport. Il arrive dans un contexte national dégradé pour l'emploi et pour les salariés fonctionnaires qui font les frais des restrictions nationales menées par la droite et les macronistes, puisque ce 19 février, ont été adoptés les décrets sur la réduction de l'indemnisation des arrêts maladie des agents publics à 90%, ce qui va toucher 5,6 millions d'agents publics. Et nous nous insurgeons contre ces mesures qui sont antisociales avec l'ensemble des organisations syndicales. Ces décrets, bien sûr, c'est la double peine pour les salariés malades. Ils les fragilisent et ils les précarisent encore davantage. Nous les dénonçons même si nous savons qu'à la mairie de Toulon, des efforts ont été faits sur le maintien des indemnités dans certains congés maladie, nous le reconnaissons tout à fait. Donc ce rapport arrive dans ce contexte et ce sont sur des questions de fragilisation et de précarisation que nous souhaitons attirer l'attention de cette Assemblée. Le premier point porte sur la répartition des personnels selon leur statut. Monsieur Moreno, vous n'avez pas évoqué ce point-là. 2900 employés à Toulon, effectivement, et sur ce total, nous pouvons tout à fait comprendre qu'il y ait un nombre important de postes de contractuels non permanents qui peuvent correspondre à des missions temporaires, même si, notamment sur les écoles, des sujets restent ouverts. Mais nous sommes frappés du nombre important de fonctionnaires contractuels équivalents temps plein, 209. C'est-à-dire que plus de 209 personnes se trouvent précarisées dans leur vie quotidienne. C'est environ 10% par rapport au personnel fonctionnaire. Surtout parmi ces postes de contractuels temps plein, donc 209, 176 concernent des femmes contre 38 hommes. Et donc là, on a un effet de déséquilibre qui fait que la précarité dont nous parlions, elle pèse particulièrement sur les femmes. Il nous semble que ce chiffre doit faire vraiment l'objet d'une réflexion, d'une amélioration, notamment de la situation des femmes employées de nos services. Le second objet de notre intervention porte sur les absences des personnels. Vous l'avez évoqué, le taux d'absence d'ensemble des personnels est environ de 13%, soit environ 15 jours en moyenne. Et ce qui est à noter, c'est que ce taux d'absentéisme, il est lié
très fortement à des motifs médicaux. Il est dommage que nous n'ayons pas davantage d'éléments sur les catégories de personnel les plus touchées par ces problèmes médicaux, type de poste, genre et catégorie d'âge. Il paraît en effet que certains emplois au sein d'une collectivité peuvent être plus pénibles que d'autres et qu'il est absolument nécessaire de donner à certains personnels des perspectives d'évolution ou de reconversion professionnelle pour la fin de leur temps d'activité professionnelle. Je pense particulièrement aux agents d'entretien et personnel de cantine, souvent des femmes, au sein des écoles. De quelle manière la collectivité envisage les fins de carrière pour ces personnels particulièrement exposés? Nous ne voyons pas dans le rapport de véritables projets d'accompagnement fléchés de ces personnels, permettant du même coup de réduire les absences et les maladies professionnelles. Enfin, dernier point, depuis quelques années, les mesures en ce qui concerne le monde du travail ont progressivement intégré les questions de transition et de développement durable. Il est ainsi possible depuis le mois de juin que tous les salariés des collectivités territoriales bénéficient de soutien ou de primes pour des comportements vertueux en matière de mobilité. En l'occurrence, des remboursements pour trajets transport en commun, le forfait de mobilité durable et la prime de covoiturage, si la collectivité fait une délibération en ce sens. Madame le maire, quelle triste page que la page 117 du rapport CSU, qui est obligatoire, qui doit être mentionné, où les remboursements du trajet transport en commun concernent 0 personne, et c'est 0 aussi pour les potentiels bénéficiaires du forfait de mobilité, et encore 0 pour les bénéficiaires d'une prime de covoiturage. Ça me semble très affligeant dans un contexte que l'on connaît, les problèmes d'embouteillage à Toulon, les centaines d'heures perdues dans les transports, les questions de santé et de pollution, et bien sûr du pouvoir d'achat en moins pour les employés municipaux. Sur ce sujet, Madame le maire, quel est votre point de vue? Alors, moi, j'ai un point à voir sur les contractuels. Les contractuels, oui. Il y a, en effet, vous dites qu'il y en a 209. Vous savez qu'on emploie des contractuels pour remplacer les agents qui sont absents. De plus, il y a des postes, si vous voulez, où il est nécessaire de réussir le concours pour être titularisé. Et les contractuels, en règle générale, au bout de 12 ans. Alors, quand c'est un remplacement de poste, on laisse quand même le poste titulaire. Quant aux autres, on attend qu'ils réussissent le concours, et en effet, au bout d'un certain temps, je crois que c'est 6 ans, à ce moment-là, on peut les intégrer. Pour ce qui est du remboursement, je vous signale qu'ils bénéficient de 50% sur le réseau Mistral, et les 50% sont pris en charge par la mairie. Donc en effet, on ne vous a pas mis le nombre de personnes à qui on remboursait les 50%. Christophe, tu veux compléter? Oui, Madame Brunel, au sujet de la lutte contre l'absentéisme, vous avez un petit peu tout mélangé, parce que vous savez que dans la maladie, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle la maladie compressible, les arrêts maladie courts, sur lesquels nous essayons de travailler, et ensuite la maladie incompressible, ce sont les arrêts longue maladie, sur lesquels nous ne pouvons, fort heureusement d'ailleurs, pas intervenir. Sur le sujet de l'absentéisme dit compressible, il y a 2 pans. Il y a le contrôle, effectivement, il y a le suivi, mais il y a aussi l'accompagnement. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu une baisse du régime indemnitaire qui a été mise en place à partir, et qui a porté ses fruits depuis l'an dernier, à partir du 11e jour de maladie ordinaire. Ça a plutôt bien fonctionné. Et il y a également des choses aujourd'hui qui sont mises en place, à savoir la revalorisation du régime indemnitaire, parce qu'un agent, s'il se sent bien, on part d'un principe, c'est que s'il se sent bien à son poste, il aura quand même une propension plus importante à y rester. Donc on travaille à la fois sur du contrôle, mais également sur de l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est quoi? C'est payer mieux, c'est travailler sur des risques psychosociaux. Il y a tout un travail de mise en place de commissions qui est en train d'être débuté sur la mise en place de commissions avec sur les risques psychosociaux, avec un panel d'agents de la ville qui représentent toutes les catégories et toutes les directions. Plus d'une vingtaine de directions, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc toutes les directions y seront représentées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 1 million d'euros qui sont consacrés à la formation. Et au niveau, ensuite, pour finir, les arrêts maladie, quand on prend les chiffres avec les lunettes et l'angle qui est le vôtre, peuvent paraître importants. Il faut oublier une chose, c'est qu'il y a une pyramide des âges qui est assez élevée à la ville de Toulon, et plus la pyramide des âges est élevée, plus le risque de maladie est important. Donc ça, il faut l'intégrer. Je
vous le disais, on a plus de 70% d'agents de catégorie C, dont bon nombre au DPSE avec des métiers qui sont usants et difficiles et qui sont malheureusement vecteurs plus régulièrement d'arrêt maladie. Donc ceci explique en partie cela. Donc on essaie de travailler entre le contrôle, le suivi, mais également l'accompagnement pour favoriser et améliorer les conditions de travail de nos agents en ayant ce vœu, j'espère pas naïf, de se dire que quelqu'un qui est bien à son poste aura tendance à venir travailler même quand il est un peu contrarié. Merci. Monsieur Moreno, je renchéris sur ce que vous dites. Je vous parle précisément de ces personnes qui, en fin de carrière, la pyramide des âges jouant comme vous l'évoquez, sont fatiguées et exercent des emplois pénibles. Et donc ma question, elle est très précise, hein. Je ne vous parle pas en général et j'ai bien lu les chiffres, je vous remercie, ça va. Je vous parle de ces personnels d'agents d'entretien et de personnel de cantine qui, en fin de carrière, se trouvent dans des situations de fragilité et de santé. Et je vous demande de quelle manière vous envisagez l'accompagnement de ces personnels qui sont particulièrement exposés. La difficulté, je pense que vous la comprendrez très facilement, c'est que nous avons beaucoup d'agents qui sortent en fin de carrière non diplômés et qui, en termes de qualification, ne permettent pas d'être remis sur certains autres postes qui, eux, nécessitent des diplômes et des qualifications particulières. Donc que faites-vous? Voilà. On peut travailler là-dessus, on s'en rend compte, on y travaille, encore une fois, on voit que cette pyramide des âges évolue, donc nous aussi on s'adapte au niveau de nos process, mais la réponse assez évidente que je peux vous faire, c'est que beaucoup d'agents en fin de carrière ne sont pas diplômés. Je comprends. Donc il faut qu'on encourage la formation, qu'on encourage l'accompagnement, pour les pousser le plus tôt possible à se former et à se diplômer, et pour préparer leur reconversion le plus tôt possible. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons un budget de formation qui augmente de plus de 3% chaque année. Donc j'ai bien ma réponse. Pour le moment, il n'y a pas de projet d'accompagnement précis. Madame Brunel. Vous avez un budget de formation de plus d'1 million d'euros, là où il était de 900 000 euros, 905 000 euros l'année précédente. Donc on voit bien d'augmenter le budget de formation. Excusez-moi, peut-être qu'on n'attend pas justement qu'ils soient en difficulté. Enfin, on encourage la formation tout au long de la carrière. Et en effet, certaines personnes rentrent en effet à la DPSE au ménage, mais je peux vous assurer, sur ce que je me bats, c'est de la qualification en amont. On n'attend pas qu'ils ne puissent pas. D'ailleurs, je vous signale que les vacataires, puisque souvent on parle des vacataires qui sont dans les écoles, les vacataires, on fait en sorte de les qualifier et quand les postes se libèrent à la DPSE, on les met en priorité sur les recrutements pour justement les titulariser. Sur la question du réseau Mistral et de l'effort que vous faites sur le réseau Mistral, ça ne correspond pas à ce que j'évoque ici. Hein? Donc ce que j'évoque ici, c'est une loi qui est valable depuis le mois de juin, qui était en plus rétroactive, c'est-à-dire qu'il permettrait à tous les agents de bénéficier de ces forfaits pour l'ensemble de l'année 2024. Donc je m'inquiète du fait que ça n'ait pas été pris en main par la collectivité. Je vais vérifier. Merci. Et je vous donne la réponse. Je vous remercie. Qui est pour? Ah, Monsieur Navarre. Merci Madame le maire. Permettez-moi de prendre quelques minutes la parole également sur ce rapport pour évoquer 3 sujets, somme toute assez liés. Il y en avait un, c'était celui des 10 plus hauts salaires, mais vous avez annoncé effectivement qu'il y avait une inversion de chiffres, ce qui apparaît beaucoup plus cohérent, puisqu'il y avait 7 femmes et 3 hommes, et ça faisait un très gros déséquilibre. En fait, les 10 sont sur des rémunérations à peu près équivalentes, 100 000 € à l'année, pour les plus hauts cadres de notre collectivité. Merci de cette précision qui a ramené de la cohérence à une question qui pouvait aussi être posée. Sur le bien-être au travail. Je crois qu'il faut regarder plusieurs éléments, et notamment celui de la précision des tâches pour le personnel. Pour l'expliquer de manière plus claire, la confusion des compétences entre la métropole et la ville a de manière assez évidente créé une part de malaise. D'abord, il y a une partie du personnel municipal qui, parce que les compétences étaient transférées à la métropole, sont devenus des employés de la métropole avec parfois des avantages pour l'une ou l'autre des collectivités qui ne se retrouvaient pas, alors même que les gens fréquentent toujours les mêmes couloirs, sont voisins de bureau. Il pouvait y avoir là, même si ça a été parfois corrigé, il y a toujours une part d'inconfort ou d'incompréhension de certains employés de la ville. Et puis sur la confusion des compétences,
c'est vrai qu'il est parfois aussi, pour un employé, compliqué de comprendre ce que les directions souhaitent quand les compétences se mélangent, quand les services s'imbriquent et qu'on relève de directions différentes, pourtant traitant du même sujet. Ça se vit pour l'administré de manière évidente. C'est forcément aussi une part de malaise au travail pour les agents. Je sais qu'il y a une nécessité, une obligation de la loi à faire évoluer le format des collectivités, les compétences selon les seuils de population. Malgré tout, il faut reconnaître qu'il y a peut-être là un accompagnement plus aigu encore que celui déjà en place, tout de même, disons-le, à travailler. Et puis sur la question de l'absentéisme. Alors, je crois que le 14,7 jours, c'est 14,7 jours pour raison de santé, en moyenne, mais que l'absentéisme moyen à la ville, c'est 44 jours par an, alors que la moyenne nationale est à 32,7. C'est-à-dire 37% de plus d'absentéisme, c'est pas un phénomène nouveau, et si des actions ont été menées, notamment sur les questions de santé, en 2024, donc on attendra aussi pour le rapport 2024, les effets peut-être positifs de l'action sur les absentéismes pour raison de santé. Il y a malgré tout plus globalement, puisque je rappelle que ça n'est qu'un tiers des absences justifiées pour raison de santé, il y a malgré tout 2 tiers qui ne sont pas pour des raisons de santé, et avec un taux qui est beaucoup plus important que la moyenne nationale. J'entends qu'il y a peut-être la pyramide des âges. Je ne crois pas que si on tire une moyenne nationale, on soit forcément beaucoup plus âgé dans le personnel municipal de la ville de Toulon que la moyenne nationale. J'entends qu'il y a des métiers particuliers qui, de ce fait-là, peut-être sur les tâches qui sont occupées par les agents, créent plus de difficultés. Et s'il n'y a pas un arrêt pour raison de santé, qu'on s'arrête quand même parce qu'on est quelques jours trop épuisé, je ne crois pas que les métiers pratiqués à la ville de Toulon soient différents que les métiers pratiqués dans toutes les autres communes de notre pays, et notamment des grandes communes. Et sur cette question de l'absentéisme, il y a un classement. Alors, je crois qu'on a déjà acheté des pages de publicité pour vanter les classements de la ville de Toulon. Je ne suis pas sûr que celle-ci vaille la peine d'être achetée, puisque c'est 2e au classement des plus grandes villes de France. Certes, on est battu par Marseille, loin de moi l'idée de commencer à ouvrir le débat sur la question marseillaise ici, mais enfin la question toulonnaise, c'est le classement numéro 2 des plus mauvais élèves des grandes villes. Donc il y a là aussi, même si les décisions ont été prises en 2024 et qu'on y verra sûrement des effets, espérons-le, positifs pour le rapport social 2024, il y a là aussi des pistes à ouvrir. J'en ai ouvert une sur la question des mélanges des compétences avec la métropole, sur certains avantages et donc certaines différences de traitement entre les agents restés à la ville et les agents passés à la métropole. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, et c'est en tout cas dans les délibérations que nous prenons conseil municipal après conseil municipal sur les questions du personnel, toute la tâche qui est la nôtre. Je vous remercie. Alors, je vous reprends, on n'a pas attaqué en 24, on a attaqué en 23, puisque en 22, le nombre de jours en moyenne était de 49,3, et en 22, et en 23, il est de 44. Alors, je vous l'accorde, on a une marge de progression, ça c'est sûr. J'aimerais aussi vous rassurer, je n'achète pas des pages entières de publicité dans Var Matin, c'est pas mon style. Et je vous avais expliqué déjà, pour les classements, c'est pas mon style, parce qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. Et je pense qu'on a l'argent de la collectivité est mieux employé ailleurs que dans les pages de publicité. Christophe, tu rajoutes? Oui, alors très rapidement, vous avez un petit peu de retard à l'allumage au sujet de la métropole. C'est le drame de ma vie. Le 1er janvier 2018. Effectivement, comme tout changement, ça a créé quelques frictions, quelques incompréhensions, quelques confusions, mais qui depuis, même si tout n'est pas forcément parfait, tous ces changements et toutes ces difficultés ont été quand même très largement dissipés. Et j'ai pas l'impression, quand on passe dans les services, on a un dialogue social qui est de très bonne qualité, à la fois à la métropole et surtout à la ville de Toulon. Je préside le CST, les organisations syndicales ne font pas remonter de mal-être quant à ce transfert de compétences. Donc il y a pu en avoir au démarrage, je vous rassure, 6-7 ans après, tout va beaucoup mieux. Vous lisez les chiffres comme ça vous arrange, 44 jours, oui effectivement, c'est tiré vers le haut par les arrêts de longues maladies sur lesquels nous ne pouvons pas intervenir. Nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas la prétention de l'être, et ces arrêts maladie nous échappent complètement, nous ne pouvons pas intervenir dessus. Je peux vous donner 2 chiffres, vous nous avez jeté des chiffres, je peux vous en donner aussi. Sur les arrêts non compressibles, ville de la même strate, la ville de Saint-Étienne,
un point de plus que nous en termes d'arrêt maladie, et la ville de Reims a également, même strafe, et un point de plus en termes d'arrêt maladie. Donc nous ne sommes pas les meilleurs de la classe, mais nous ne sommes pas non plus les derniers de la classe. Monsieur de Palès. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Dans la même veine sur la souffrance au travail, il faut saluer d'abord le travail du nouveau médecin du travail qui a été mis en place à la mairie de Toulon, le docteur Larrivé, qui fait un travail extraordinaire avec les agents, qui est très apprécié. Effectivement, il y a deux pistes aussi, c'est le télétravail. J'ai vu dans ce rapport qu'il n'y a pas de délibération sur la mise en place du télétravail. Et puis sur les ruptures conventionnelles, qui sont un moyen nouveau aussi pour les fonctionnaires de quitter l'administration en valorisant les années passées, comme dans le privé, au niveau d'une rupture conventionnelle. Ce n'est pas en cours à la mairie de Toulon, ça serait bien que ça se fasse. Il y a 6 agents qui ont des procédures initiées en 2023. Ça serait bien qu'on fasse droit à ces demandes qui sont souvent liées à une souffrance ou un projet personnel qui ne pourrait pas se faire autrement et qui entraîne de la souffrance. Alors, nos collègues nous l'ont dit, effectivement, Toulon était second en octobre 2023, était second, donc pas dernier mais avant-dernier, M. Moreno. C'était la 2e ville la plus touchée, alors ça s'est amélioré, mais il n'y a pas de classement aujourd'hui disponible. J'ai regardé un peu sur toutes les... Vous savez que je suis spécialiste du classement. Et il n'y a pas de classement. Par contre, on retrouve des classements de 2011 pour la mairie de Toulon. La mairie de Toulon était 9e. En 2013, la mairie de Toulon était 5e. Et aujourd'hui, en 2023, en octobre 2023, donc 2e. Il y a donc une dégradation, la trajectoire n'est pas bonne. Et bien sûr, nous espérons que ça s'améliore, parce que c'est toujours bien quand les classements et quand les tendances de classement s'améliorent. Voilà ce que je voulais dire tout simplement, en disant que il y avait encore beaucoup de choses à faire sur les difficultés que les agents rencontrent au niveau du travail, et que c'était très bien que des nouvelles instances soient mises en place. Elles sont prévues par la loi d'ailleurs, mais c'est des nouvelles instances qui facilitent les discussions non juridiques ou non administratives, qui sont des relations finalement humaines, et ça améliorera, je pense, aussi le résultat pour la ville de Toulon. Merci. Alors moi je voulais juste dire qu'en 2011, si vous voulez, on avait 3200 agents. Mais ça veut que ça... Oui, monsieur de Palès, c'est des moyennes. Je connaissais votre sensibilité particulière concernant le bien-être de nos agents. Je voulais juste vous dire qu'au-delà de la pyramide des âges, la ville de Toulon, et je pense que c'est tout à fait louable, a choisi de garder en régie l'entretien et la cuisine. Plus de 900 agents. 2 postes fatigants, 2 postes difficiles, 2 postes pas forcément rémunérés à la hauteur de ce qu'on aimerait pouvoir rémunérer ces gens-là. Et cela peut justifier ceci additionné à la pyramide des âges, ce classement un petit peu moins bon, là où d'autres villes ont décidé de déléguer ces missions, de les confier à du privé. Nous avons choisi, et je pense que c'est tout à notre honneur, de les garder en régie, en mairie. Et donc, pour les classements, c'est pas forcément très flatteur, je vous l'accorde. C'est vrai, il a raison. En effet, nous avons choisi de garder dans les cantines une cuisine traditionnelle. On aurait pu faire de la mise en température et le déléguer, et à ce moment-là, on aurait plus de 1000 agents qui partaient. Voilà. Nous, c'est un choix, et on le maintient. Qui est pour? Qui s'abstient? C'est une prise d'acte. La délibération est adoptée. 102, c'est une délibération habituelle sur le remplacement sur un emploi permanent d'un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, emploi de catégorie B, comme d'habitude. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. La 201, c'est le versement des subventions de fonctionnement 2025. Alors sort Madame Andréotti et Madame Audibert. C'est donc le versement des subventions de fonctionnement aux crèches associatives partenaires dans le cadre de la convention territoriale globale, auquel on a ajouté aussi un versement bonus ville et la signature des conventions partenariales. C'est un montant de 309 462 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. Monsieur Cavanard, parole est à vous.
Merci Madame le maire, mes chers collègues, une première délibération qui concerne l'attribution de subventions à cette. Attention, avant, Madame Lévy, Madame Audibert, Madame Biza, M. Charton, Madame Tire, M. Moreno, Madame Moussaoui, M. Pardibon, Madame Turbat, M. Tanguy, M. Trouillat, M. Rémy, Madame Joule, Madame Pin, M. Bonnet, Madame Mondol et M. Mahalis sortent de la salle. Mais est-ce qu'on a le temps? Parce qu'entre les On a absents 17 élus qui doivent se déporter. Donc, et 9 le quorum élus avec tous ceux qui sont représentant absents. la collectivité au sein de la mission locale des jeunes Toulonnais. Le quorum étant actuellement de 30 élus présents sur 59, en application de l'article L 2131-11, le quorum sera donc rabaissé à 25 élus présents pour valablement délibérer. Je pense qu'on est 25, on peut valablement. Non, on est 30 même. C'est donc dans un cadre plus intime que nous allons avoir cette délibération qui concerne l'attribution de subventions à 7 associations qui relèvent de la politique de la ville pour un montant total de 630 912 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et nos collègues peuvent rentrer. On va retrouver l'Assemblée. Merci. C'est encore plus intime. C'était vraiment intime. C'était le flux intimiste aussi. Ceci dit, c'était pas mal quand même. Ah putain, Là, 02, M. Cavana. Oui, le Code général des collectivités territoriales prévoit que les représentants de la collectivité au sein de sociétés d'économie mixte doivent présenter ce que l'on appelle le rapport du mandataire, dont le contenu a été récemment précisé par un décret mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023. Ce décret vise une quinzaine de thèmes à évoquer relativement complexes et confus, ce qui, en pratique, nécessite l'aide, voire la substitution du personnel de la société pour mettre en œuvre cette obligation. S'agissant de BGO First, nous n'avons pas de rapport du mandataire dans la mesure où, justement, nous avons perdu, entre guillemets, parce qu'elle est partie à la retraite, notre correspondante, ce qui fait que nous n'avons pas eu les éléments nécessaires pour pouvoir rédiger ce rapport. Nous avons simplement les comptes financiers annuels qui nous sont présentés avec un résultat net comptable. En revanche, pour les AD, nous avons pu avoir le rapport du mandataire et comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de bouleversement particulier. Il y a une modification dans la répartition du poste au CA, mais ses membres sont toujours à 14. Le personnel est resté stable et 3 nouvelles conventions ont été signées durant cette période. Voilà pour l'essentiel. Monsieur Navarra. Je vous remercie. Sur le bassin BGO First, du coup, je n'ai pas bien compris. La personne qui est partie à la retraite dépendait du bassin. Personne d'autre au bassin n'est capable de rédiger un rapport d'activité malgré le maintien, puisque nous sommes partenaires de cette structure, malgré le maintien de la structure et de nos financements. Nous avons relancé BGO First. Nous n'avons rien eu en retour, si ce n'est, puisque bon, les comptes ont été lus, si ce n'est les comptes financiers. Soit. Oui, c'est d'autant une structure assez remarquable, et donc c'est vrai que c'est toujours assez intéressant d'ailleurs de lire leurs écrits. Sur VAR Aménagement Développement, la lecture de la presse aujourd'hui fait état de la vente du bâtiment de la DDE. DDTM. De la DDTM, pardon. VAR Aménagement Développement s'est porté acquéreur de l'immeuble de la Sécurité Sociale et de la CAF à la Rhôde. On a beaucoup parlé, il a été communiqué à moult renforts de brochures, même d'achat de pages de presse, mais autre temps, autre mœurs, j'ai compris.
de clips vidéo, on a beaucoup parlé du projet Mayol à Pipadi, qui sur la phase 3 correspondait en partie à cet emplacement. Est-ce que de la part de VAD, qui est une structure dont les deniers publics sont actionnaires, donc nos administrés, est-ce qu'on pourrait savoir, puisque l'annonce a été faite, en tout cas le sujet a été évoqué aujourd'hui, s'il est dans les projets, même si je suis d'accord qu'on ne présente que l'activité passée de VAD, mais il est pour nous important, je crois, à la fois de se rappeler ce qu'est le projet Mayol à Pipadi, et a priori quand même qu'il n'y a pas qu'un problème d'emprise foncière qui a mis ce dossier à l'arrêt, et si sur ce bâtiment, VAD ou la ville de Toulon ou la métropole Toulon-Provence-Méditerranée allait mettre en place une stratégie pour se porter acquéreur de ce bâtiment, pour pérenniser malgré tout ce lien très cohérent qui était de pouvoir enfin créer une continuité entre notre centre-ville et le quartier du Mourillon. Alors, sur ce que je connais, bon, d'abord, c'est le rapport du mandataire, il est pour l'année 2023, donc il est évident qu'il ne va pas parler d'une acquisition éventuellement récente faite par VAD. S'agissant de Mayol à Pipadi et du lot numéro 3, ce lot n'avait pas été attribué parce qu'on estimait incompatible avec ce qui était fait avec le lot numéro 4, qui aurait entraîné une densification beaucoup plus importante. C'est la raison pour laquelle ces deux lots n'ont pas été attribués. Ensuite, que veut faire VAD du bâtiment de la DDTM? Pour ce qui me concerne, je n'en sais rien. Ah mais ils achètent. Après, je rectifie, Audrey, qui est présidente de VAD, peut nous répondre. Je pense qu'ils ne se sont pas portés acquéreurs de la Je sais pas, c'était ma question, voilà, oui. Il n'y a absolument aucune piste qui est envisagée sur ce bâtiment-là aujourd'hui, à l'heure où je parle. Ok. Il n'y a rien de prévu, en tout cas en ce qui concerne ce Rien bâtiment. de prévu VAD sur la DDTM. Quand je vous rassure, le projet Mayol à Pipadi se fera. Peut-être pas comme il avait été exposé en 2019, parce que ça ne vous a pas échappé qu'en 2020 et 2021, nous avons eu l'épisode du Covid. Donc peut-être qu'il y aura quelques ajustements, mais le projet se fera. Je rappelle que la DGA est toujours dans les locaux à l'heure actuelle, qui ne sont pas encore prêts de partir. Voilà. Et il se fera. Je vous remercie de la réponse. C'était effectivement la question de savoir s'il y avait une volonté par rapport à ce qui a été publié, donc merci. Mais du coup, sujet un peu d'inquiétude, sur un projet qui s'appelle de Mayol à Pipadi, si vous coupez de Mayol au port marchand, appelez-le du port marchand à Pipadi dorénavant. Je suis assez inquiet, Non mais, je dis ça parce que c'est assez inquiétant que cette emprise, qui est l'emprise bord de mer entre le port marchand et Mayol, si sur un sujet où on apprend que le bien est en vente, c'est donc qu'a priori, et vous me confirmez qu'il n'y a pas de la part de VAD, mais aussi de la part de la ville et de la métropole, de projets sur... Je vous dis que VAD ne se posait pas... Et du coup, ma question, comprenez, soit VAD, soit la ville, soit la métropole. Et donc, la question à la métropole, je suis... Non mais, madame la vice-présidente de la métropole, Alors, et maire de Toulon, pouvez-vous malgré tout éviter qu'à chaque fois, dès qu'il s'agit de la métropole, on reporte cet échange-là à la métropole? Parce que, sincèrement, si on est ici en conseil municipal, c'est pour parler du quotidien des Toulonnais. Si, parce qu'un sujet traite de la métropole, il faut s'interdire de l'aborder ici, alors même d'ailleurs que notre présence dans la métropole ne vaut qu'à travers l'élection municipale de Toulon qui permet d'élire les conseillers métropolitains, c'est un peu fort de café. Est-ce qu'on pourrait malgré tout savoir si de Mayol à Pipadi devient du port marchand à Pipadi ou s'il y a un projet, puisqu'on vient d'apprendre que ce bâtiment est en vente. Et si on le laisse acheter par d'autres, je pense que ça ampute le Mayol au port marchand. Alors, je vous rappelle que hier matin, il y avait le conseil métropolitain. C'est marrant parce que vous reportez toujours les questions qui pourraient être posées la veille à la métropole, vous les posez toujours le lendemain à la ville. Mais l'article de Var Matin, il est publié ce matin. Ah, Moi, je ne suis pas devin. Vous savez pas ça. C'est vrai que j'ai pas toutes les qualités. Mais pourtant, le projet Mayol à Pipadi, vous aviez bien vu que c'était de Mayol à Pipadi. Oui, mais je ne savais pas que la DDTM vendait le bien et quand tout est à cause. Alors, vous auriez dû regarder le projet Mayol à Pipadi. Il y avait 4 lots dans le lot de la DDTM. D'accord, mais donc ça il y était. Non mais voilà. Ça ne signifiait pas que le bâtiment était comme ça mis en vente et que dans l'idée d'un projet global, on fait un projet global sans savoir si le bâtiment sera à vendre.
Mais non, mais dans ce cas-là, qu'on dise clairement qu'on se porte à cœur, il n'y a plus de débat. Dites-le nous, et en fait, ça c'est cohérent. Mais juste, dites-le nous, prenez l'engagement. Et ne le laissez pas partir dans l'escarcelle du privé sans qu'on en ait la maîtrise foncière. C'est pas le conseil municipal de Toulon qui va décider d'acheter la DDTM. Voilà. C'est une affaire entre la ville de Toulon et la métropole. On verra sur la métropole. Hélène, tu voudras rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose à ma qualité d'ex-présidente de VAD. Je peux témoigner que depuis des années, VAD travaille avec l'État pour justement aider l'État à reloger son personnel et à envisager le futur des bâtiments lycée vacants. Donc ça se passe en ce moment sur Montetti. Et là, bien sûr, nous sommes toujours très attentifs au devenir de ces bâtiments. Ce n'est pas parce que la presse s'est emparée de cette information qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas récente. Et comme l'a dit Madame le maire, la métropole verra avec la ville, et si ce n'est pas VAD, ça sera une autre structure qui pourra s'intéresser au sujet. Et si vous avez lu l'article jusqu'au bout, vous savez que les personnels de la DDTM s'opposent au déménagement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. Nous demandons un soutien financier auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local pour l'aménagement des locaux de la police municipale rue Brunetière. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. On passe aux affaires juridiques et la délibération 1-2-0. Bien, comme vous le savez, lors du dernier conseil, nous avons procédé à la résiliation de la convention d'occupation du restaurant E des plages du Mourillon. Nous avons décidé de relancer au plus vite une consultation pour l'attribution de ce restaurant afin qu'il ne reste pas fermé durant la saison d'été et les saisons à venir. Et dans le cadre de cette nouvelle consultation, nous avons décidé de créer une commission consultative qui donnera son avis sur l'attributaire au potentiel, et il est prévu que la composition de cette commission soit identique à la composition de la commission d'appel d'ordre qui simplifie les choses. En revanche, et de ce point de vue, il y a une petite coquille dans la délibération, puisqu'au titre des titulaires, il faut lire M. Koutsef au lieu et place de Mme Roussel. Voilà. Qui est pour? Madame le maire. Qui s'abstient? Non. Madame. Ah, monsieur Dubé, excusez-moi. Oui. Madame le maire, nous avons deux sujets de préoccupation concernant cette délibération. La première préoccupation a trait à la composition de la nouvelle commission que vous proposez. Lors d'un précédent conseil municipal, nous avions demandé à participer à la commission municipale d'appel d'offres, puisque nous étions devenus le groupe d'opposition le plus nombreux. M. Cavana nous avait expliqué de ne pas pouvoir pour des questions réglementaires. Or, aujourd'hui, vous proposez la création d'une nouvelle commission, en la calquant sur la composition de la CAO. C'est bien ce qui est écrit. Si c'est une nouvelle commission, la municipalité n'est tenue en rien par la réglementation dont vous parliez, M. Cavana, qu'il faudrait d'ailleurs examiner en profondeur. Non seulement vous annoncez Mme Roussel, mais c'est M. Koutsek qui est notoirement absent, mais M. Navarane serait suppléant. À quel titre? Puisqu'ils ne sont pas dans le même groupe avec Mme Roussel. Nous sommes le groupe d'opposition le plus important. Donc nous devons être dans cette nouvelle commission. Nous ne doutons pas de l'expertise de Mme Roussel ou de M. Koutsef sur ces questions, mais nous en sommes à nous demander si cette nomination que vous proposez n'est pas le fruit des rapprochements politiques. Oh. Et j'ai plus de carte, monsieur. Or, le respect des règles et de la démocratie. Alors on va l'appeler autrement, par rapprochement politique. Une offre de service. Une offre de service. Une offre de service de Mme Roussel. Or, le respect des règles de la démocratie ne devrait pas être confondu avec des arrangements politiques. En tout cas, monsieur Véda... Attendez, j'ai pas fini. Non, mais quand même. Vous n'avez pas la parole. La deuxième préoccupation concerne le fait même, justement, s'il n'y a pas de carte, on est le groupe d'opposition le plus vous nombreux. rejoindre. La deuxième préoccupation concerne le fait même de réviser l'adjudication du
du lot E des restaurants du Morillon. Et je le relie à la question précédente sur le First. Et je le relie à la question précédente sur le First, sur le bassin First. Vous nous dites, vous nous faites voter une délibération sur le bassin First en nous disant que vous n'avez pas toutes les informations sur le bassin First, puisque le mandataire n'était pas présent, il a pris sa retraite, et donc on n'a pas toutes les informations. Mais vous nous aviez fait voter une adjudication sur ce lot E au mois d'avril. On s'était abstenus, nous, car nous n'avions pas d'éléments d'appréciation suffisants, mais la majorité a voté pour à l'unanimité avec M. Despalins et Mme Musconti. M. Cavanagh s'était d'ailleurs déporté, sauf erreur de ma part, à cette époque-là. En tout cas, c'est sur le procès verbal. Il est légitime de se demander sur quelle base a travaillé et décidé la commission d'appel d'offres, et sur quelle base la majorité a voté en avril, et sur quelle base nous votons aujourd'hui. Un peu de sérieux sur ces questions-là ne nuirait pas. Alors, d'abord, pour le début de votre intervention, je n'imaginais pas que vous aviez un tel sens de l'humour, c'est une bonne nouvelle. Alors, un petit préalable dans la mesure où le deuxième point que vous avez abordé, je dois vous l'avouer humblement, je n'ai rien compris. Vous avez parlé d'une adjudication, j'ai pas compris. Et donc, parfois, je répète si vous voulez alors. Je répète plus lentement. Je répète plus lentement. Vous nous avez fait voter en avril une adjudication, et cette adjudication, vous l'avez annulée. Sur quelle base la majorité s'est-elle prononcée en avril sur cette question-là? Puisque vous avez voté comme un seul homme cette adjudication. Sur quelle base? Déjà, les adjudications, depuis 30 ans environ, ça n'existe plus. De quelle adjudication parlez-vous? De quelle procédure parlez-vous? C'est ça que je ne comprends pas. De l'attribution du lot E. On est en train de parler de quoi, monsieur Cavanagh? De l'attribution de quoi est-on en train de parler? De quelle délibération? Regardez sur quelle délibération on est. C'est l'attribution de l'attribution des restaurants qui a eu lieu en début d'année. En avril. En avril. Eh bien, quel est le problème? Le problème, c'est que je vous demande, 1, pourquoi nous ne sommes pas dans cette nouvelle commission? 2, sur quelle base la majorité s'est-elle prononcée en avril, alors que cette attribution était mauvaise, puisqu'elle a été annulée? Et sur quelle base allons-nous nous prononcer aujourd'hui, alors que nous n'avons pas d'éléments? Si nous ne sommes pas intégrés à cette commission, nous voterons contre cette composition-là, qui n'est pas démocratique et qui n'applique pas les règles de la proportionnalité. Alors, sur le premier point, d'abord, il ne m'a pas semblé complètement absurde, s'agissant de l'attribution d'une convention dans le cadre d'une mise en concurrence. Il ne m'a pas paru absurde d'utiliser les mêmes personnes qui le font toutes les semaines dans le cadre d'une commission. C'est un avis personnel. Ensuite, sur la composition de la commission d'appel d'offres, je vous l'avais expliqué en son temps, et je vous l'avais expliqué en conseil, en vous rencontrant au dehors, si mes souvenirs sont bons. Vous m'aviez dit, mais maintenant on est le groupe le plus important de l'opposition et il faut revoir la composition de la commission d'appel d'offres. Et je vous avais répondu que le Conseil d'État ne l'entendait pas de cette oreille et que j'avais pris la mauvaise habitude d'appliquer les décisions du Conseil d'État. La composition des commissions se fait au regard de... Oui, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça. La composition se détermine en début de mandat au vu des résultats des élections municipales et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui, et il en sera ainsi jusqu'au mois de mars 2026. Et donc, je n'ai fait que reprendre et que proposer à Madame le maire de reprendre la composition de la commission d'appel d'offres telle qu'elle fonctionne depuis le début. Mais je vais répéter encore plus lentement, monsieur Cavanagh. C'est une nouvelle commission. Qu'est-ce que ça a à voir avec la commission d'appel d'offres? Je vous répète ce que je viens de dire. Il ne m'a pas semblé idiot pour attribuer dans le cadre d'une mise en concurrence, utiliser la structure qui le fait. Eh bien, nous vous demandons de rectifier. Et nous ne rectifierons rien. Voilà. D'accord. Donc, M. Cavanagh a décidé. Monsieur Despalins, Madame Roussel, c'est vrai.
Ah oui, oui. Oui, vous inquiétez pas. Je suis un peu isolée, mais quand même Mais vous j'existe. êtes là et Oui, vous faites partie du justement, conseil municipal. justement, et je pense que l'erreur vient de là. En effet, je faisais partie de la commission d'appel d'offres au début de mandat. Il y a eu un changement. Monsieur Kouchel, on a changé de commission avec Monsieur Kouchel. Nous faisions partie du même groupe au départ de la mandature. Donc, ce qui explique cela. Et peut-être aussi, j'ose espérer que ma présence sur le terrain et souvent dans les commissions font que peut-être que mon nom est apparu plus facilement que d'autres. Hein. Voilà. Mais non, mais il n'y est pas, justement. On n'a pas changé la commission. Non, je pense qu'il y a tout simplement eu une erreur dans la lecture de bien ce sûr, document. bien sûr, On bien était sûr. effectivement à l'origine dans la commission, on a dû utiliser ce document plutôt que le document rectifié. Je pense que ça... Non, non, mais vous avez bien compris que c'était du second degré. Monsieur de Palens. Oui, juste une petite intervention qui n'était pas prévue pour dire que les commissions, la constitution de la commission, effectivement, répond à un certain nombre de normes, de lois, etc. Nous votons, parce que nous faisons confiance aux gens de la commission, parce qu'il y a quand même un cahier des charges, et nous ne regrettons pas d'avoir voté ces changements de restaurant au Mourillon, puisque il y avait déjà une offre qui va vers le haut, qui est en pleine évolution, et les nouveaux venus, les offres des nouveaux venus nous conviennent parfaitement. Le vrai problème, il me semble, peut-être c'est une réflexion, mais c'est pas du tout polémique, hein, c'est que c'est la transparence du cahier des charges, et c'est la transparence tout simplement des choix, de la justification des choix, qui pourrait être améliorée tout simplement, si c'est possible, bien sûr. Voilà, c'est tout. Alors, sur la transparence des choix, une curiosité juridique fait que la ville est compétente pour attribuer les restaurants et TPM est compétente pour attribuer les lots de plage. Alors, pour simplifier les choses, lorsqu'on lance tous les 5 ou 6 ans cette procédure de mise en concurrence, en général, il y a une des deux collectivités qui se dévoue pour se charger de l'intégralité de la procédure et de lier les plages et les restaurants. Il y a 6 ans, ou enfin il y a plus de 6 ans, lors d'une précédente mise en concurrence, je crois que c'est la ville qui avait tout géré sur mandat TPM. Cette fois, c'est TPM sur mandat de la ville qui a géré l'ensemble des procédures, ce qui est finalement assez logique dans la mesure où, très curieusement, là aussi, la procédure pour l'attribution des lots de plage est une procédure beaucoup plus lourde que celle qui est nécessaire pour attribuer les restaurants. Tout ça parce qu'un décret codifié dans le Code de l'environnement prévoit que l'attribution des lots de plage doit se faire selon la procédure de délégation de service public, ce qui est à mon sens une absurdité, mais bon. Alors après, au niveau de la transparence, les documents, une fois que les attributions sont faites, sont bien évidemment en libre circulation pour le public, parce que ce sont des documents communicables, auquel cas il faut s'adresser à TPM. Mais je vous avouerai que, bien qu'il soit communicable, il faut quand même avoir de la patience et un goût certain pour la matière, parce qu'entre les dossiers de candidature et la longueur des rapports d'analyse des offres, c'est assez complexe. Madame Brunel. Juste pour être quand même, pour terminer, néanmoins vous nous demandez de voter sur une responsabilité qui est de l'ordre de la collectivité municipale. Il est donc normal que nous ayons les dossiers sur lesquels vous nous demandez de voter. Ça paraît pas choquant quand même, ça. Non, mais là aujourd'hui, il n'y a pas de dossier sur lequel... Oui, d'accord. Non, mais là, vous êtes en train d'énoncer un principe. Et la prochaine fois, alors, on aura les dossiers. C'est hallucinant, monsieur. Cavana, vous vous rendez compte de ce que vous dites? On les aura pas, les dossiers non plus. Enfin. C'était Madame Brunel qui parlait. Non, mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de dossier. Oui. On vote pour créer une commission. Vous évoquez un principe. Suivante, la commission va donner un avis sur les candidats qui auront été, qui auront déposé. Et nous délibérerons. Et nous délibérerons sur le choix du candidat et sur l'avis. Avec un dossier. Oui. Comment vous voulez qu'on qui est consultable. Non, je crois que ce dossier... il n'est pas consultable. Si, non, il n'est pas consultable. Il faut vous l'expliquer, toutes monsieur les Cavana. délégations, permettez-moi, je crois que toutes les délégations... Et pour le moment, c'était Monsieur de Hubeda. Alors, Monsieur de Hubeda, exprimez-vous. Non, s'il vous plaît. écoutez,
c'est extrêmement confus tout ça là. Ah, oui, d'accord. C'est extrêmement confus. On a... Là, aujourd'hui, on va essayer d'être clair. Aujourd'hui, on vote pour la création de la commission. Oui, Non, mais point, on a compris. On s'est exprimé là-dessus, Madame le maire. On s'est exprimé sur la... Vous avez fait le choix, qui était forcément un choix politique, de favoriser un groupe d'opposition par rapport à un autre. Et ça n'a rien à voir avec la proportionnalité, donc c'est un choix politique qui vous concerne. Écoutez, monsieur. Mais sur le fond de l'affaire, je réitère, nous votons en aveugle. La preuve, c'est que vous avez maintenant... Vous nous dites, on ne vote pas sur ça et le dossier, vous aurez le dossier. Non, on n'aura pas le dossier la prochaine fois. Nous n'aurons jamais... Nous votons en aveugle sur ces questions-là. Et vous refusez qu'on participe à la commission d'appel d'offres. Vous refusez qu'on participe à cette nouvelle commission qui n'a rien à voir avec la commission d'appel d'offres. Ce sont vos choix politiques. On vous a répondu. Non, ce sont nos choix juridiques. Voilà. Juridique sur la composition de la commission. On a eu la même discussion pour l'histoire de Marmatin. C'est bon. Les commissions qui se prononcent sur des appels d'offres sont tenues à une obligation de discrétion et de secret. Si on vous communiquait les fameux documents qui vont être instruits par les services d'abord et la commission ensuite, il n'y aurait rien à y voir. Pourquoi? Parce qu'on serait obligé de caviarder toutes les propositions des candidats au titre du secret commercial. Si vous croyez que j'invente, je vous laisse le charme de la recherche jurisprudentielle et juridique. Monsieur Navarre, vous vouliez parler alors ou pas? Non, c'est bon. Non, finalement, non. Non, mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a rien de trouble. On peut d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une évolution qui est effectivement sur Marmatin, par exemple, qui nous avait fourni les esquisses, alors qu'à l'origine, on n'avait pas ces informations. Moi, j'aurais quand même juste quelque chose à dire, c'est qu'on a malgré tout, je crois, ne pas me tromper, au moment des votes pour avaliser les DSP, on a malgré tout le dossier du candidat, un peu caviardé avec le rapport de synthèse. Je me permets juste de conclure par ça. En fait, j'étais même prêt, je veux dire, je ne suis pas passionné particulièrement pour aller passer des mardis après-midi à compulser ce type de dossier. J'aurais même été prêt à laisser ma suppléance, à démissionner de cette suppléance et même à la proposer à la gauche. Moi, le pluralisme, à la différence de la gauche, le pluralisme ne me dérange pas. Je ne suis pas sectaire, il suffit parfois de demander les choses simplement, sans imaginer une suspicion de collusion secrète. Voilà. Oui, du coup, elle n'est plus. Le secret aurait été inventé. C'est vrai, mais très sincèrement, qu'on fasse les choses simplement et sans jeter comme ça l'opprobre. Moi, vous savez, depuis que je suis maire, une fois je suis trop à gauche, une fois je suis trop à droite, une fois je suis Front National. Et on va arrêter peut-être de faire ce type de politique politicienne. Madame Scotti, vous vouliez parler? Oui, merci Madame le maire. Non, tout simplement, peut-être pour éclaircir les choses, et Monsieur Cavana, vous me direz si c'est possible, puisque moi je l'ai fait à quelques reprises à la métropole. Évidemment, une fois que la commission a attribué, alors en général ces documents ne sont pas envoyés par mail, peut-être soit pour des questions de confidentialité, soit peut-être tout simplement de poids de documents, mais moi j'ai pu consulter à la métropole, même les concurrents qui n'avaient pas été retenus sur un marché public, accompagné en plus d'un fonctionnaire, parce qu'effectivement, quand on n'est pas un spécialiste des marchés publics et de la commande publique, ça peut paraître nébuleux sur certains aspects. Je pense qu'on peut procéder de la même manière. Si un élu de l'opposition voulait consulter des documents, mais j'imagine après attribution, cela serait possible peut-être sur place. Ah, mais après attribution, tout est consultable. Et oui, voilà, mais avant, c'est pas possible. Oui. Après, je pense que quand vous évoquez TPM, je pense que vous faites allusion aux délégations de service public. Oui. Or là, il existe un texte spécifique qui prévoit que 15 jours avant la réunion de l'organe délibérant, tous les documents de la DSP doivent être transmis. Il y a un texte spécifique pour les délégations de service public. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Bon ben, on continue. Vous allez comprendre comment on va.
Bon, ce groupement me commande avec la métropole pour la conclusion de marché de travaux de réflexion de voirie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Geneviève. Oui, merci Madame le maire. Je connais, il s'agit d'observer l'offre d'achat de la SCI Claire pour un local commercial situé 11 Nicolas Logier au prix de 21 000 €. Alors j'ajoute que ce local, 30 mètres carrés, a été évalué par le service de France des domaines à 17 500 €. Et donc que nous le vendons au prix de 21 000 €. On est le bon vendeur encore. Monsieur de Palace, vous voyez qu'on est bon vendeur? Et pas trop, pas trop. Ah. Puisqu'en réalité, l'achat qui avait été en 1999 Oui, à 7 971 € était à 6 971 €. 6 000 €. Les frais et charges se sont élevés à 827 € par an, ce qui fait un total de 28 469 € que la mairie a dépensé pour un prix de vente qui sera inférieur. Et puis c'est un bien qui a été acquis en 1999 auprès de la SEMTAD, et depuis il n'y a pas eu de travaux. C'est donc un bien que la mairie a gardé dans son sein 26 ans sans travaux. Nous sommes toujours en attente de savoir les stocks immobiliers qui sont à la charge de la mairie et qui sont tous les mois entretenus ou pas, travaux, en tout cas les taxes sont payées. Et je profite donc, on parle d'immobilier, pour revenir sur deux interventions que j'ai faites en mars 2024 et un petit peu plus tard concernant l'intervention de M. Cavana. C'était donc la deuxième intervention que j'avais faite. Vous m'aviez dit mais c'est pas le bon, etc. Donc je suis allé rechercher sur le procès verbal. Il s'agit du procès verbal du vendredi 29 mars 2024, c'est la page 49. Et M. Cavana, justement, à mon intervention Ville de Toulon, bon acheteur, mauvais vendeur, nous avait donné un exemple. Et j'avais creusé cet exemple. C'était, alors je cite pour qu'il n'y ait pas de doute, la ville avait racheté en son temps pour réaliser le théâtre Liberté le cinéma Le Gaumont en le payant à un prix nettement inférieur à ce que prévoyaient les domaines. C'est le PV. Alors j'ai demandé des éléments. En réalité, les domaines avaient, en septembre 2023, avaient évalué à 1,5 million. La ville de Toulon avait payé 1,5 million et l'évaluation des domaines était à 1,6 million. Donc c'était 6,25% inférieur à l'estimation des domaines. Nettement, bon, pas trop. Et puis il y avait eu des travaux, et les travaux se sont élevés à 6 307 000. Ce qui fait que la ville de Toulon, en réalité, s'était acquittée également des dépenses, de la taxe foncière, des charges de copropriété. Et au final, le coût pour la mairie s'était élevé à 3 808 501 €. Jusqu'à la vente qui avait été fixée à TPM au 1er juillet 2008. Et cette vente, d'après les papiers que m'ont fournis vos dossiers, c'est les papiers officiels, s'est élevée à 479 284 €. Il y a donc un solde négatif pour la mairie de Toulon de 3 330 000 € pour arrondir. Donc effectivement, vous aviez donné cet exemple pour dire que Toulon était un bon acheteur, et enfin un bon vendeur, là non, puisque ça nous a coûté 3 330 000 € pour transférer, faire des travaux, acheter et transférer à bas prix à TPM. C'est pour faire un théâtre. Qui est pour? Il n'est pas toulonnais. Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue, Geneviève. Oui, c'est une disposition à titre gracieux de locaux commerciaux à des associations d'intérêt général et signature des conventions afférentes. Effectivement, la gratuité concerne uniquement la redevance. Les prix restent à la charge des associations. Soit l'association aura un compteur à son nom, soit il y a en répercuté consommation. Voilà, et c'est une obligation qui nous est faite. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Avant la délibération suivante, M. Cavana, Mme Pin, M. Mahali, M. Moreno et Mme Fortias sortent de la salle du conseil municipal
et ne participe pas au vote. Oui, donc c'est la coordonnée par la mise de Toulon à l'outil public d'application Toulon Habitat Méditerranée, préalablement à la démolition de 4 logements sociaux situés 527 avenue Joseph Gasquet. TPN souhaite procéder à cette démolition dont les appartements et les logements ne correspondent plus aux normes et pour construire à la place 15 logements sociaux. L'État a donné son accord. La démarche de relogement des 4 occupants est en cours, 3 ont accepté, le 4e est en cours de relogement. Donc, c'est cette démolition que nous souhaitons pouvoir adopter aujourd'hui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, nos collègues peuvent rentrer. Monsieur Tinguy, nous allons passer à la culture, ça me fait du bien. Madame le maire, mes chers collègues, comme tous les ans en cette période, nous proposons cette délibération qui attribue l'essentiel du budget associatif pour 91 associations culturelles et quand c'est nécessaire la signature des conventions qui vont avec. Ah oui, excusez-moi. Monsieur Lebert, Madame Véramasson et Madame Olivier. Donc, voilà, il s'agit de l'essentiel de nos attributions de subventions. Il en restera quelques autres un petit peu plus éparses dans le courant de l'année, mais c'est l'essentiel. Ils sont classés, comme vous l'avez vu, en 2 catégories. La première, ce sont toutes celles qui sont non conventionnées, pour un montant de 362 700 €. Et la deuxième partie, c'est la quinzaine d'associations qui, pour une raison ou pour une autre, sont conventionnées, soit parce que la subvention financière qu'on leur donne est supérieure au taux légal, soit parce qu'il y a également la nécessité de valoriser des prestations accordées, en particulier des locaux. Voilà ce que je peux dire dans ce cadre-là. Je voulais enfin juste signaler que, comme les années précédentes, la subvention au théâtre de la Méditerranée est donnée en 2 mois par semestre, si je veux dire, pour sa programmation. Monsieur de Balens. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, nous avons, depuis que nous sommes élus au conseil municipal, toujours voté ces attributions, parce que ça nous paraît aller dans le bon sens, et puis nous n'avons pas de possibilité d'aller dans chaque association pour vérifier les choses. Cette année, il y a une subvention qui nous pose problème, et c'est pour ça que nous allons nous abstenir. C'est la subvention de la Design Parade à Toulon à l'association Villanoailles, pour lequel nous avions l'habitude de voter une subvention de 30 000 € et qui cette année est montée à 90 000 €, multiplié par 3, sans que le format ou les propositions faites aient changé. Donc voilà, ça nous semble quand même un peu trop important. Donc j'ai essayé d'avoir des documents. Il y a un petit problème de fond, puisque les documents qu'on m'a fournis, par exemple, le compte-rendu de fonctionnement de 2023 a été signé le 25 février 2025 sur un document de février 2025, et le CRF de 2022 a été signé en octobre 2023 sur un document créé en septembre 2024. Mais ça, c'est un problème de forme, je suppose. Le problème de fond, c'est à partir du moment où c'est toujours le même format, pourquoi devrons-nous payer 3 fois plus cette année? Vous avez oublié, cette année, c'est le 10e anniversaire de la Design Parade à Toulon. Et donc, c'est par rapport à cette manifestation supplémentaire que nous avons augmenté la subvention. Et ça correspond à quoi? 10e anniversaire. Vous aurez l'occasion de voir surprise. Le programme de la Design Parade sur ce 10e anniversaire. Monsieur de Hubela. Madame le maire,
chers collègues, nous voterons cette délibération, bien qu'il nous semble malaisé d'analyser organisme par organisme avec une liste aussi longue. Vous avez pris l'habitude de présenter des délibérations avec des listes bloquées, et nous trouvons cela dommageable pour le débat. Micro. Ah, pardon. Encore faut-il le vouloir, le débat. Nous intervenons sur cette délibération à propos du Théâtre de la Méditerranée et du Centre dramatique occitan. Nous tenons à saluer avec émotion et gratitude le travail colossal et infiniment créatif réalisé par André Letton. Nous souhaitons, Madame le maire, voir perdurer la singularité et la richesse artistique de ce lieu devenu emblématique au-delà de Toulon et du Var. Aucun autre théâtre dans le Var, et très peu en France, ne porte cette défense de la diversité culturelle du sud de la France aussi loin. Cette particularité dans la programmation et la création ne se résume pas à l'occitanisme ou à un régionalisme borné. Elle transcende les frontières de la langue et des expressions artistiques. C'est pourquoi elle peut déplaire aux tenants d'une culture corsetée et passéiste et être mise en danger. Dans le contexte de la disparition de son fondateur et des dangers en termes de financement pour la culture, à la suite de budgets iniques, nous vous demandons donc si la municipalité fera tout son possible pour sauvegarder la magnifique singularité de ce lieu. Nous apprécions positivement le maintien des subventions, mais nous souhaitons nous assurer de la pérennité du lieu et de la pensée d'André Letton. Vous avez marqué, comme Toulon en commun, votre attachement à la personne et à son œuvre. Alors sauvons ce patrimoine commun. Je vous remercie. Monsieur de Villa, vous savez, puisque j'étais moi-même aux obsèques, c'est ce qu'on vient de dire. Vous savez, et je l'ai dit et redit, que je m'efforcerai de continuer l'œuvre d'André Letton. Donc il n'y a pas de flou, comme on dit. Je respecte, je trouve qu'en effet, il a fait un travail formidable, et en aucun cas, la mairie abandonnera le théâtre de la Comédie. Je vous signale aussi que question subvention à la culture, Toulon maintient ses subventions à la culture. Non seulement les maintient, mais les augmente. Puisque l'année dernière, nous avions voté 901 000 €, et cette année, nous serons à 1 100 000 €. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités, et je me félicite de soutenir la culture, quelle qu'elle soit. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. Alors, je continue par la proposition de signature d'une convention de partenariat entre le conseil départemental du Var et la ville de Toulon pour le développement de la lecture publique. La lecture publique est un domaine fondamental pour tous, pour les jeunes, mais pas que. Et elle est, comme vous le savez, les médiathèques sont des lieux tout à fait particuliers qui relèvent soit des compétences des villes, soit des compétences aussi du département pour un certain nombre d'entre eux. Vous savez également que dans la médiathèque de Chalussé, il y a une partie qui appartient au département où nous organisons des formations communes. Donc c'est pour formaliser un petit peu ces partenariats, quels qu'ils soient, formation professionnelle, prêt de matériel, et ressources numériques, action culturelle, que nous venons de signer un partenariat avec le département. Monsieur Devilla. Ça fera une photo de plus pour Monsieur Masson. En tout cas, vous savez tout mon attachement à la lecture. Moi, je pense que le livre est le meilleur ami de l'homme. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La délibération suivante concerne l'approbation de la mise en place d'un plan de sauvegarde des biens culturels du réseau des médiathèques de Toulon. Ce sont des travaux longs à faire. Nous nous sommes attachés dans un premier temps à rédiger celui concernant les musées, c'est-à-dire globalement qu'est-ce que l'on fait en cas de sinistre dans un lieu, comment on fait pour sauver les œuvres et quelles œuvres prend les premières. Là, on s'est intéressé aux biens culturels de médiathèques, puisque vous savez que dans les fonds des médiathèques, il y a ce qu'on appelle les fonds anciens, les fonds rares, les fonds précieux, qui sont des documents anciens, qui sont essentiellement d'ailleurs conservés au dépôt de l'Avouement, et en partenariat, en collaboration avec le service départemental d'incendie et de secours, nous avons établir ce plan.
Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. Nous parlons maintenant d'archives, c'est encore une convention, mais cette fois-ci avec le ministère de la Culture, pour que la ville de Toulon puisse être rattachée au portail national des archives France Archives. C'est un dispositif national qui permet, en rentrant par l'entrée sur le numérique France Archives, d'avoir accès à des documents, y compris ceux qui sont conservés dans des lieux décentralisés comme les villes de province. Voilà, c'est un partenariat qui n'emporte pas de frais, mais qui nous permet d'aider tous les chercheurs et tous ceux qui le veulent à accéder plus facilement à nos archives, bien sûr qui nous oblige à utiliser une partie de ces archives. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. Enfin, pour ma part, en tous les cas, il s'agit des expositions. Vous avez tous entendu l'annonce que nous avions monté une grande exposition qui s'est consacrée au street art et à l'évolution du street art avec en figure de proue l'artiste Banksy. Exposition qui se tiendra au musée d'art de Toulon de la mi-juin jusqu'à début octobre et qui sera réalisé en partenariat avec la société italienne 24 Ore Cultura, qui est tout à fait spécialiste de ce domaine. Nous souhaitons donc pour cette exposition temporaire de haut niveau mettre une tarification spécifique et adaptée. C'est un plein tarif de 7 € par personne et avec tout un ensemble de réductions, voire de gratuité en fonction des âges, en fonction des conditions, en fonction des groupes, etc., qui est détaillé dans la délibération. Oui, monsieur Navarre. Oui, je vous remercie. C'est effectivement le sujet évoqué lors de notre dernier conseil municipal. Quelques questions sur l'équilibre économique, même si en termes de culture, le fait de parler d'équilibre économique est toujours délicat. On ne fait jamais de bénéfices, ça c'est bien entendu. On a un coût de location de 348 000 €. Est-ce qu'on a estimé des coûts de communication? C'est vrai que l'intérêt de cette exposition, le Banksy a popularisé peut-être plus que de mesure cet art. Et donc on pourrait imaginer, parce qu'un seuil de rentabilité, c'est aux alentours des 100 000 entrées, si les calculs à peu près sont bons entre les gens qui vont... 50 000 si les gens payent 7 € sauf 50 000 entrées payantes. Enfin payant de plein tarif. Ce qui, du coup, justifie quand même, puisqu'on n'aura pas forcément que les 50 000 en plein tarif, où on sera peut-être en dessous, quels effets, quels mécanismes de communication, est-ce qu'il y a un budget communication particulier, comme on avait fait sur l'exposition Picasso, pour nous permettre de mesurer le coût de l'opération, encore une fois, qui est une publicité pour la ville de Toulon et un attrait qui est de grand intérêt, qui est donc là-dessus, ça ne nous pose pas de problème. Alors, monsieur Navarre, si vous pensez qu'une exposition de cette ampleur peut être quelque chose qui va rapporter de l'argent à la ville, je pense que vous vous trompez. C'est bien pour ça que j'ai dit l'inverse, mais on peut quand même se poser la question laissez-moi parler. D'équilibre. Merci. Évidemment, cette exposition, si on l'a faite, c'est pour faire une proposition et qui coûtera une certaine somme à la ville. Cela étant, nous avons organisé, et le prix d'entrée, le fait de mettre un prix d'entrée à cette exposition est une façon de récupérer un petit peu d'argent, de contribuer à l'équilibre du budget. Voilà. S'il fallait l'avoir, comment dirais-je, entièrement payé pour ça, on n'aurait pas mis 7 €, on aurait fait comme au Louvre, on aurait mis 15 ou 20 ou 25 €. Mais après ça, il y a un vrai pari, c'est de savoir qui ça va attirer, combien de personnes viendront et combien de personnes payantes également, puisque comme vous avez vu, la gratuité est extrêmement large. En tous les cas, pratiquement dès que vous avez moins de 26 ans, vous ne payez pas. Or, Banksy, c'est quelque chose où on est certain que ça va attirer beaucoup de jeunes, parce que c'est dans la culture de maintenant, voilà. Donc il y a un pari qui est fait. Il y a des retours sur investissement aussi, parce qu'il y a un certain nombre de produits dérivés qui vont être également à la vente.
il y aura des catalogues, il y aura des affiches, il y aura des goodies, comme on dit, qui vont permettre également d'arriver. Je vous rappelle que lors de l'exposition Picasso, la vente des catalogues avait été quand même pas négligeable, avait rapporté une somme relativement intéressante. Et puis il y a également, évidemment, une campagne de communication qui va se déployer sur le territoire, bien évidemment, mais qui se déploiera également au-delà, un petit peu comme on l'avait fait pour le Picasso aussi, en imaginant les gares, en imaginant des lieux, puisque ça sera en période touristique, qui permettra de séduire, d'intéresser et de surprendre tous les gens qui viennent également sur notre territoire pour y passer quelques jours. Et est-ce qu'on a une idée de l'enveloppe de cette partie communication, l'enveloppe qu'on pourrait y consacrer? Je ne l'ai pas en tête pour l'instant, mais ça fait partie du budget global, effectivement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Magali, pour les relations internationales, Mme Lévy et M. Coutet sortent. Merci Madame le maire, chers collègues. Donc, il s'agit d'attribuer des subventions à 5 associations relevant des relations internationales pour un montant total de 7 500 €. Voilà. Délibération habituelle, chaque année. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe sur la police, Laurent Jérôme. Merci Madame le maire. Il s'agit d'une exonération partielle de frais de mise en fourrière. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'exonération est adoptée. On peut faire entrer nos collègues qui sont en fait. Monsieur Naali. Merci Madame le maire. Il s'agit de recueillir l'avis du conseil municipal sur la modification numéro 6 du plan local d'urbanisme de Toulon. En effet, ce PLU doit s'adapter justement afin d'accompagner des projets structurants et de poursuivre son verdissement qui est engagé depuis quelques années déjà et de procéder à certains ajustements réglementaires. Au titre des évolutions, il y a l'intégration d'un jugement qui a été rendu par le tribunal administratif. Il y a également la modification d'une OAP dénommée Axe des Gares Ouest. La possibilité également pour le ministère des Armées de pouvoir répondre à ses besoins en matière de logement pour ses ressortissants, la création d'espaces verts protégés, le renforcement des articles 13 de l'article 13 du PLU, c'est tout ce qui est attrait aux espaces verts et aux espaces de pleine terre, et après différents ajustements techniques. Merci Madame le maire, Monsieur Mahali, chers collègues. Dans cette modification du PLU, il y a juste un point qui me paraît critiquable, c'est la réduction importante des emplacements réservés pour le TCSP. La justification apportée suite aux remarques de l'enquête est particulièrement insuffisante, voire vicieuse, puisqu'elle fait référence à une DUP inconnue à ce jour. Rien ne permet d'assurer que cette future DUP sera bien pour un TCSP, un minimum de site propre de 70%, ou même qu'elle sera publiée. Une précaution aurait été de maintenir les emplacements réservés existants pour éviter, du fait de la valorisation des parcelles impactées, de rendre plus coûteux un projet bien dimensionné. Au hasard, le tram. Cette réduction des emplacements réservés ne devrait donc être effectuée qu'après les résultats de l'enquête publique et l'approbation de la DUP. Nous souhaitons donc que cette partie de la modification du PLU soit enlevée de la présente délibération, quitte à la reporter au prochain conseil municipal. Oui, Monsieur Leroy, alors effectivement, dans le cadre de cette modification, il y a la suppression d'emplacements réservés de R. Pour mes collègues et pour l'ensemble du conseil, un emplacement réservé, c'est quoi? Ça va être un outil qui va être mobilisable pour les PLU, pour anticiper l'acquisition de foncier et dans l'attente de des emprises foncières. C'est ça un ER. Pourquoi je vous explique ça? Parce que les emplacements réservés dont vous faites état, au BNF, j'allais dire, pour pouvoir permettre justement le tracé du BHNS, du TCSP. Ce sont des emplacements réservés qui ont quasiment plus de 20 ans. C'est des emplacements réservés qui avaient été pris dans le cadre de la première DUP qui avait fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif. Et donc aujourd'hui, pourquoi j'ai donné cette définition précise de l'ER? Elle n'avait pas été annulée, la DUP, elle avait été approuvée. La première par le tribunal administratif, sauf erreur de ma part. Il n'y avait pas eu une annulation. On est bien d'accord, voilà. C'est pas mon domaine, mais quand même je m'étais renseigné. Donc oui, voilà, la première DUP, là on est dans la deuxième DUP, qui est aujourd'hui DUP arrêtée, et qui va faire l'objet d'une enquête publique.
Celle de 2005, elle avait été approuvée, la DUP? La première DUP, celle dont il est question, elle a été censurée par le juge administratif. Si mes souvenirs sont bons, à l'occasion d'un recours qui avait été diligenté à l'encontre de marchés publics relatifs à des travaux visant à l'installation du BHNS. Et à cette occasion, les requérants avaient fait valoir que ces travaux ne pouvaient pas être effectués sur la base de la déclaration d'utilité publique qui ne concernait pas le BHNS, enfin qui ne concernait pas le tramway. Comment ça s'appelle? Le TCSP. Le bus à haut niveau de service, mais qui concernait le rail. Et donc la question juridique qui se posait au juge, la décision est curieuse, la question qui se posait au juge était finalement la suivante: qu'est-ce qui, dans l'histoire d'un transport en commun, un site propre, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'existence d'un site propre, auquel cas peu importe que ce soit un tramway ou un BHNS, ou bien est-ce que c'est le mode de locomotion des wagons, le rail ou les pneus? Manifestement, le tribunal administratif a tranché pour la deuxième solution. Et donc, on n'a pas pu lancer ce marché de travaux qui devait permettre des travaux pour le BHNS. Alors, au-delà de ça, Monsieur Leroy, c'était pas pour entrer dans le débat, tramway, BHNS, etc. C'était juste pour vous expliquer l'ancienneté de ces emplacements réservés. Et quand je vous parle d'ancienneté des emplacements réservés, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils n'ont plus aucune utilité ou plus aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de cette DUP, je vous l'ai dit, qui a été arrêtée et qui va faire l'objet d'une enquête publique au printemps 2025, il me semble. Il y a un nouveau tracé qui a été arrêté parce que dans le cadre justement de cette DUP, il y a eu différentes concertations qui ont eu lieu. Et là, une fois de plus, je ne rentre pas dans le débat des transports. Madame Lévy ou mon collègue Yannick Schoenberg serait bien plus à même de discuter de cela. Mais il y a eu des concertations qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, et là j'ai juste lu la presse, à ce moment-là, c'était il y a quelques années, il y avait eu une modification du tracé au niveau de la ville d'Hollywood, de mémoire, qui devait d'abord passer par un domaine, j'ai oublié le nom, voilà, vous me confirmez. C'est ça, la MAN, voilà, exactement. Je ne m'occupe pas des transports, je m'occupe de l'urbanisme. Et donc voilà, il y avait eu une modification, et quand je vous dis ça, je vous dis quoi? Je vous dis justement que toutes ces concertations ont eu pour intérêt d'obtenir une modification du tracé. Donc cette modification, elle a été discutée avec différentes personnes. Il y a eu aujourd'hui un tracé qui a été fixé, et donc tous les ER qui sont supprimés aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Et vous faites état du tramway, Monsieur Leroy. Une fois de plus, je ne rentre pas dans ce débat-là. Aujourd'hui, il y a une DUP qui est arrêtée. Le commissaire enquêteur, dans le cadre de l'enquête publique qui va être désigné, il n'a pas pour fonction d'intervenir en opportunité sur un choix politique qui a été fait. Le commissaire enquêteur, lui, va juste indiquer est-ce que oui ou non, au regard des différentes personnes qui vont être interrogées ou qui vont faire des courriers, aller le rencontrer, etc., est-ce que oui ou non, le projet tel qu'il est arrêté aujourd'hui, cette DUP, est conforme. C'est tout. Il n'y aura plus de discussion en opportunité sur le choix politique, tramway, BHNS, hélicoptère, tout ce que vous voulez. Et donc, aujourd'hui, Monsieur Leroy, de supprimer des emplacements réservés, en tout cas ceux en lien avec le BHNS, le TCSP, au contraire, il faut le faire, parce que ces emplacements réservés ne seront jamais mis en œuvre. Le tracé aujourd'hui est arrêté. Et une fois de plus, je vous le dis, dans l'enquête publique, il n'y aura plus de discussion parce que les discussions sur le tracé ont déjà eu lieu. Et elles ont été vives, et tant mieux. Et tant mieux, puisqu'on a obtenu une déviation de ce fameux domaine et bien d'autres déviations. Donc voilà, et aujourd'hui, Monsieur Leroy, quand on toilette, permettez-moi l'expression, des emplacements réservés, ça permet aussi, parce que vous voyez ces emplacements réservés, vous, sous la vision TCSP, je viens de vous répondre, mais il faut aussi voir ces emplacements réservés sous la vision propriétaire d'un terrain. Parce que lorsque vous êtes propriétaire d'un terrain, et que ce terrain est relevé d'un emplacement réservé au bénéfice de la ville, de la métropole, de la région, peu importe la collectivité. Lorsque ce propriétaire doit vendre son terrain ou sa maison, bien évidemment, au moment de la vente, lorsque le notaire va interroger les services de la ville, le notaire va indiquer qu'il y a un emplacement réservé. Et vous imaginez bien que le potentiel acquéreur peut se poser des questions d'une maison ou d'un terrain qu'il va acheter et qui fera peut-être l'objet d'une expropriation par la suite le jour où on mettra en œuvre cet emplacement réservé. Raison pour laquelle il convient régulièrement, pour pouvoir permettre à tous ces propriétaires qui n'ont rien demandé finalement, de ne plus avoir un emplacement réservé qui n'a plus aucune utilité au moment en tout cas de la vente, ou en tout cas aujourd'hui concernant
le TCSP. Et lorsque vous posez la question de reporter au prochain conseil municipal cette modification concernant le R. C'était pour l'enlever. C'était pour l'enlever Mais ce n'est pas possible. C'est une procédure lourde, la modification d'un PLU. Ça passe également par la métropole, donc ça ne se fera pas dans le cadre du prochain conseil municipal. Ce sera bien plus long. Et une fois de plus, s'il y avait réellement un intérêt juridique tel que vous le soulevez, on aurait pu l'entendre et réfléchir et pourquoi pas le reporter. Mais là, aujourd'hui, je vous le dis de façon très sympathique, en fait, il n'y a aucun intérêt à ne pas supprimer ces ER. Au contraire, à part amputer tous ces propriétaires d'une vente possible ou d'une mutation de leur terrain. Voilà raison pour laquelle ces emplacements réservés ont été fixés aujourd'hui dans ce PLU. C'était vraiment aucune utilité aujourd'hui pour l'intérêt public, et en revanche un intérêt très important pour les particuliers dont la parcelle est grevée de ces ER. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Bon, ben, on continue avec les institutions environnementales. Oui, il s'agit de subventionner en fonctionnement 15 associations environnementales pour un montant global de 55 300 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La suivante. Oui, on a déjà eu, Madame le maire, mes chers collègues, ce genre de délibération lors d'un précédent conseil municipal. C'était la première fois qu'on votait ce genre de délibération. Et donc, conformément à l'article R181-18 du Code de l'environnement, l'avis du conseil, on demande l'avis du conseil municipal sur la demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour mener une activité de déchetterie située, cette fois-ci, 635 avenue Estienne d'Orve, à La Seine-sur-Mer, pour la création d'une ressourcerie et d'un pôle environnemental. Nous avions déjà délibéré concernant la ville exactement de la Valette. Qui est pour? Non, attendez, Ah, vous vouliez parler, monsieur. oui, excusez-moi, c'est juste pendant qu'on parle de déchetterie et de déchets, je voulais savoir quand sera mis en place le tri à la source des biodéchets, en principe obligatoire depuis plus d'1 an. La distribution de composteurs n'est pas une réponse qui couvre tous les besoins. Et je rappelle que nous avons 4 tournées hebdomadaires de ramassage des ordures non triées. Pourquoi ne pas les remplacer par 2 tournées de ramassage d'ordures organiques et n'en laisser que 2 de non triées, voire une seule? Ou pourquoi ne pas mettre des bennes pour les déchets organiques comme les bennes à verre? Il y a beaucoup de possibilités et j'aimerais bien qu'on avance sur ce point. Monsieur Leroy, sans rentrer dans le détail technique, alors, parenthèse, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Bon. Oui, et une fois qu'on a dit ça, truc qui est obligatoire il y a depuis le un conseil an. métropolitain, monsieur Leroy. En fait, ça aurait été peut-être le lieu idoine pour pouvoir poser cette question, parce que c'est une compétence métropolitaine. Mais on vote dessus, là. On vote sur... D'ailleurs, vous avez pu échanger avec lui. J'échange régulièrement, mais j'essaie de faire aussi une petite pression au niveau de la municipalité qui comporte 33 membres à la métropole. Et donc il y a un poids certain vis-à-vis de la métropole que tout seul, à la métropole, je n'arrive pas forcément à faire passer. Monsieur Leroy, on l'entend parfaitement, et croyez-moi que nous travaillons en ce sens. Et si on va plus loin dans le sujet, c'est très bien, il faut le faire. Il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais en revanche, techniquement parlant, je peux vous donner plein d'exemples où effectivement il y a des freins. Et on travaille à lever ces freins avec la métropole. Mais c'est vrai que vous auriez pu profiter hier, vous avez longuement échangé avec M. Gilles Vincent lors du conseil métropolitain, vous auriez pu aborder ce sujet. Mais en tout cas, voilà, sachez que il y en avait nous tellement travaillons avec la métropole sur ce sujet, et notamment avec les cytomates. Et on va rajouter un petit complément, M. Castarron. Juste pour compléter les propos de mon collègue Mohamed Mali, il s'avère que la métropole va lancer un appel d'offres concernant les points d'apport volontaires pour les biodéchets. Il y a un marché qui va être engagé pour installer 1000 points d'apport volontaires sur la métropole. Et voilà une réponse. C'est de la compétence métropolitaine, mais c'est quelque chose qui est prévu. Voilà. Avec un peu de retard, je suis d'accord. Merci. Voilà une bonne nouvelle. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? on était pour. La délibération est adoptée. Allez, la protection animale, Mohamed. Pardon, oui. Et cette fois-ci, il s'agit de subventions à 14 associations de protection des animaux pour un montant de 47 300 €. Et je ne vais pas vous faire la lecture des différentes dénominations des associations. Ouais, c'est réconfortant, ça. Oui, cœur de patouille. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La prochaine délibération, Madame Béramasson sort de la salle du Conseil. C'est Valérie Mongol pour la jeunesse.
Merci Madame le maire. Il s'agit avec cette délibération d'attribuer des subventions à différentes associations proposant des actions en faveur de la jeunesse. Il n'y a pas de grands changements puisque la majorité des associations bénéficient d'une subvention à l'identique puisqu'elles ont besoin de faire satisfaction. En revanche, vous avez 3 augmentations. Ces augmentations s'expliquent par plus d'activités encadrées pour pouvoir encadrer plus d'enfants, des activités en plus en termes de lien intergénérationnel. Ensuite, vous trouverez 2 nouvelles associations, Scout et Guide de France, qui nous proposent un centre de loisirs. Ils ont obtenu l'agrément, donc on va les soutenir au niveau financier. Et BIG, une histoire de France, une nouvelle association également. Elle nous a proposé un projet assez sympathique que nous avons décidé de soutenir, donc pour un montant global de 64 400 €. Ça permettra aux enfants de prendre conscience de l'importance de l'histoire. Je sais si on en a besoin. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. On passe au sport, M. Colombier. Merci Madame le maire. Avant, M. Pardigo et M. Ducaliès sortent de la salle. Une délibération qui a pour objet l'attribution de subventions à 16 associations sportives pour un montant total de 131 000 €. La ville de Toulon, comme vous l'avez souhaité, a maintenu l'intégralité, a augmenté l'appui aux associations sportives en ces périodes parfois un peu difficiles. Donc ça va du sport adapté au rugby fauteuil en passant par du judo, comme vous pourrez voir, et au milieu de tout ça, la régate qui va devenir, je l'espère, célèbre, la Toulon-Provence Regatta, avec son enjeu patrimonial, des vieux, anciens et magnifiques bateaux qui seront plus nombreux cette année et qu'on pourra visiter au Quai d'honneur de Toulon. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. On continue avec le gestion de syndicat de Goutier. C'est ça, merci Madame le maire. Cette délibération a pour objet de signer la convention avec ce syndicat relative à la gestion et à l'entretien du bassin écrêteur de crues qui est situé sur un terrain appartenant à la ville et où se situe le club de l'Art Club Toulonnais. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Martine Bérard, pour le cimetière. Madame le maire, mes chers collègues, c'est une délibération qui concerne les reprises de concessions en état d'abandon. Ce projet de délibération a pour objet la reprise de 29 concessions en état d'abandon à aujourd'hui, au cimetière central et 2 concessions en état d'abandon au cimetière ouest. Ces concessions ont plus de 30 ans d'existence. La dernière évaluation remonte à plus de 10 ans d'abandon et a été constatée conformément à la législation en vigueur, c'est-à-dire par une visite sur place avec les services des cimetières, la police municipale et moi-même, à 2 reprises, à plus de 2 ans d'intervalle. Ainsi, conformément à l'article L. 2223-17 et R. 2223-8 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé la reprise de ces concessions en considérant l'absence de son entretien et que l'abandon de celle-ci nuit au bon ordre et à la décence du cimetière, plusieurs représentant des risques sérieux pour ces concessions attenantes. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Mascaro, la dernière délibération du Conseil. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit de délibération concernant des demandes d'autorisation d'urbanisme, dont la première concerne l'école maternelle de Cité de l'État. Nous avons installé une ombrière photovoltaïque d'une surface de 200 mètres carrés. Cette ombrière permettra à la fois de protéger les enfants, parce que c'est une école qui n'a pas de préau, de protéger les enfants de la pluie et aussi du soleil, puisque effectivement aujourd'hui c'est un sujet important, et de produire de l'électricité. La production d'électricité sera supérieure aux besoins de l'école, ce qui nous permettra aussi de faire de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire d'alimenter les bâtiments publics qui sont à proximité dans un rayon d'1 kilomètre. Et ensuite, il s'agit de l'école élémentaire Brusquier, où nous construisons un abri de stockage dans le sous-préau et nous créons une porte donnant sur la cour, puisque nous allons renouveler les sanitaires cet été en même temps que il y aura une cour. Je précise que le coût de cette ombrière photovoltaïque est de 180 000 € et qu'elle sera
mis en place aux vacances scolaires du printemps. Je vous remercie, je vous souhaite. On n'a pas voté. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas fait voter. Qui est pour? Qui est contre? Ça se fait. Merci beaucoup.